Alors, pour continuer, Jean-Philippe Cassard, vous êtes universitaire dans le domaine des sciences de l'ingénieur et vous êtes le fils aîné de l'historien et professeur d'histoire Jacques Cassard. Avec vos deux frères et votre sœur, vous portez la mémoire du travail pionnier que votre père a entrepris sur Camille Claudel. Vous avez choisi il y a quelques mois de faire don au musée Camille Claudel des archives de votre père afin que son travail, qui reste encore en partie inédit, soit mis à la disposition des chercheurs. Ce don s'est concrétisé à point nommé lors de la préparation de l'exposition Camille Claudel à l'œuvre Sakuntala, dont une section a, grâce à vous, pu être consacrée à l'enquête et au sauvetage qu'il a mené du plâtre monumental de Sakuntala. Pour le catalogue de l'exposition, vous avez écrit un texte intitulé Les archives de Jacques Cassard, des témoins de son travail précurseur sur Camille Claudel, et vous revenez justement aujourd'hui devant nous sur l'importance capitale du travail de votre père, sur ce que ces archives révèlent de la méthode qui fait la sienne, et en particulier dans le cadre de la redécouverte de Sakuntala. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire le plaisir que j'ai d'être ici ce soir, pardon, aujourd'hui. Je suis déjà un peu fatigué. Aujourd'hui, et aussi quelque part l'honneur que j'ai l'impression d'avoir de pouvoir m'exprimer devant vous, parce que, en fin de compte, comme l'a dit Pauline, je ne suis absolument pas un spécialiste de Camille Claudel. J'ai hérité de cette histoire et j'essaie d'en être témoin. Et je remercie vraiment Madame Bertrand de m'avoir invité à prendre la parole. Et je m'exprime en tant que fils aîné de Jacques Cassard. Donc les aînés, en général, c'est un peu les porteurs de l'héritage, mais aussi au nom de mes deux frères et de ma sœur. Alors mon père, donc Jacques Cassard, était prof d'histoire certifié au lycée de Boulogne-sur-Mer. Et pendant plus de 15 ans, les premières lettres datent de 1956, où il commence à exprimer son désir de faire une thèse. Pendant plus de 15 ans, il a mené des recherches, alors d'abord sur la jeunesse de Paul Claudel, parce que c'était un grand admirateur de l'œuvre de Paul Claudel. Puis, en faisant cette recherche, il a découvert Camille Claudel et sa vie et son œuvre, et c'est devenu aussi une de ses passions. En 1981, il décède à presque 58 ans, donc très jeune, et brutalement. Et ce décès est survenu après que, au mois de septembre donc 1981, il ait assisté à la pièce qu'a mentionnée Madame Bertrand, hein, Une femme, Camille Claudel. Et cette pièce, en fin de compte, si je l'évoque, c'est parce qu'à l'époque, c'était la première manifestation qui concernait Camille Claudel depuis les années 60. Hein, et la dernière étant, si je ne m'abuse, une exposition qui s'était faite ici à Nogent-sur-Seine en fin des années 60. Et que, en fin de compte, mon père avait contribué à cette pièce, donc créée par Anne Delbé et Jeanne Fayard, en prêtant le résultat de ses travaux de recherche sous forme de fiches. On en reparlera tout à l'heure. Alors, 6 ans plus tard, paraît donc le livre Dossier Camille Claudel. Et évidemment, sans ce livre, je ne serais pas là pour vous parler. Hein, les travaux de mon père seraient restés inconnus et n'auraient pas eu l'écho qu'ils ont pu avoir. Et cela, on le doit d'abord à ma mère, donc Marie-Bernadette Cassard, qu'on voit ici dans le bureau de travail de mon père. En fin de compte, elle s'était quasiment approprié l'espace pour se réapproprier Camille Claudel. Et puis, on lui doit aussi au soutien de nombreux amis locaux, mais surtout à la volonté et au soutien de Jeanne Fayard, qui a été une grande fidèle, enfin, c'est le qu'elle l'évoquait tout à l'heure, mais une grande fidèle de la mémoire de mon père. Alors, cette photo, elle a été prise lors d'un colloque organisé en
en 2006 à Paris 8, à la mémoire de mon père, en hommage à Jacques Cassard. Et c'était un colloque qui était très émouvant parce qu'il reprenait à la fois tous les aspects de la création du livre, mais aussi de la manière dont il avait été réapproprié et reçu par la famille, parce qu'il y avait la famille Claudel, il y avait des témoignages très très variés, mais qui montraient toute l'importance de l'ouvrage. Et ce colloque, en 2006, c'était un an avant le décès de notre mère, et on a été très heureux qu'elle puisse assister à cette manifestation. Et après ce décès, nous sommes devenus quelque part les héritiers des archives. Alors ces archives, elles contenaient bien évidemment toutes les traces écrites des travaux de recherche, les correspondances, j'en reparlerai tout à l'heure, des pellicules et des diapositives, des fiches et des cahiers de notes, et aussi un certain nombre de documents rédigés, dont certains ont été réutilisés effectivement pour le livre. Mais ils contiennent aussi tout ce qui a été contributif à l'édition du livre par lui-même. Donc là, c'est plutôt le travail de ma mère et de Jeanne qui ont été mis sous forme d'archives. Et on a aussi les différentes versions de l'ouvrage et les choix qui ont dû être faits d'un point de vue éditorial. Alors, ces archives, elles constituent donc là, vous avez à la fois les cartons, les pellicules, les fiches et les cahiers. Alors, la question quand on est héritier, c'est que faire de l'héritage? Alors, pendant 14 ans, quasiment, on n'en a rien fait. Ils ont été soigneusement préservés quand même. Problème de disponibilité et puis sans doute de priorité par rapport à nos vies de famille. Et arrivé à la retraite, ce qui est mon cas, il n'était pas question de laisser cet héritage à nos enfants. Parce qu'on sait que quand on saute une génération, le risque, c'est que l'intérêt de l'héritage disparaisse et que du coup, la source soit détruite. Or, nous, ce que nous voulions, c'était en assurer la sauvegarde, l'intégrité, qu'il n'y ait pas de dispersion, et aussi la disponibilité. Alors, il y avait plusieurs lieux qui ont été envisagés. Alors, d'abord, localement, les archives municipales de Boulogne-sur-Mer, ensuite les archives départementales du Pas-de-Calais. Et puis, on s'est dit que ces lieux-là, ils n'avaient pas vraiment une visibilité par rapport à leur lien à Camille Claudel. Et là, c'est un échange avec Jeanne Fayard qui nous a parlé, mais c'était déjà pratiquement, à la création du musée Camille Claudel, on l'avait déjà évoqué, le fait de les déposer au musée Camille Claudel. Et c'est vrai que quand nous avons rencontré, d'abord, le premier contact par mail que j'ai eu avec Madame Bertrand, le retour a été extrêmement positif, je devrais le dire. Et ensuite, quand ma femme et moi, nous sommes venus visiter le musée et puis échanger un peu sur les conditions de ce don, il a été évident tout de suite que le dépôt des archives, il devait se faire en lien avec l'exposition Sakuntala, Camille Claudel à l'œuvre. Alors, avant de faire ça, évidemment, il a fallu quand même établir les aspects juridiques. Donc, on a établi une convention de don qui sera signée samedi prochain. Et il a fallu aussi faire un inventaire préalable. Et là, en prenant contact avec une personne des archives départementales du Pas-de-Calais, je me suis rendu compte qu'on avait fait absolument ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que la première chose qu'il m'a dit, c'est surtout de réorganiser rien. La manière de stocker les documents parle autant presque que les documents eux-mêmes. Et bien évidemment, pour le travail sur l'ouvrage, tout avait été rebattu pour faire des thèmes et pour classer les correspondances par auteur, etc. Donc, on a fait les archives sur cette base-là, mais ça nous a beaucoup aidé. Alors, sur les archives, je voudrais évoquer ce
qui a déjà été évoqué par Madame Bertrand dans la visite de l'exposition. Hein, c'est cet épisode, en fin de compte, de la sauvegarde de Sakuntala. Cette œuvre, hein, vous avez vu que dans l'exposition, elle est centrale, hein, de l'exposition. Et ça m'a paru intéressant de revisiter, en fin de compte, ce qu'on dit rapidement, Jacques Cassard a participé à la sauvegarde de l'œuvre, mais c'est toute une démarche. Et les archives nous donnent des traces de ça. Alors, ça commence, je dirais presque le premier épisode, donc c'est un courrier de janvier 1972, et mon père est en train d'essayer de faire le catalogue des œuvres de Camille Claudel qui n'existait absolument pas à l'époque. Hein, et comme on l'a dit, ces œuvres elles étaient la plupart du temps dans des collections privées, mais aussi il y avait quelques œuvres dans des établissements publics. Donc on a un certain nombre de courriers à des musées, dont celui de Châteauroux. Et mon père, en fin de compte, demande, parce qu'il a eu l'écho par quelqu'un que l'œuvre était au musée de Châteauroux, demande confirmation et de la présence et des origines de l'œuvre du musée de Châteauroux. Et à l'époque, il n'a comme référence que Sakuntala. Et le conservateur lui répond en confirmant la présence du groupe en plate Sakuntala, en donnant ses origines, et aussi en signalant tout de suite le mauvais état de l'œuvre. Il précise aussi que le musée a un buste, hein, de Paul Claudel, hein, qui a été offert par la famille Rothschild. Il se passe presque rien pendant 4 ans, simplement mon père a reçu les photos qu'il demandait au musée. Et d'ailleurs, ces photos, on n'en a pas retrouvé trace et il est possible qu'elles aient été utilisées par la suite. Et en fin de compte, en 4 ans, le travail de recherche et de catalogue des œuvres a beaucoup avancé et mon père commence à vouloir les valoriser, d'abord sous forme, en fin de compte, d'exposés, de conférences pour présenter le travail de Camille Claudel et l'œuvre de Camille Claudel. Et donc, il demande à pouvoir photographier les œuvres, hein, avec des mentions d'ailleurs qui rejoignent un peu notre débat de tout à l'heure sur, en fin de compte, les propriétés des œuvres et donc à des fins non commerciales. Et il prend bien la précaution de le dire. Et il sollicite l'autorisation très spéciale parce qu'il a bien le sentiment que photographier une œuvre dans un état dégradé, ça pourrait poser des problèmes un petit peu de conscience aux conservateurs. Donc, il obtient l'autorisation de le faire et alors les œuvres les photographies sont dans la vitrine de l'exposition, mais je vous laisse les redécouvrir, hein, tels que mon père les a vus, et je pense que on peut quand même se dire qu'il a dû être profondément choqué et ému quand il a réalisé dans quel état se trouvait cette œuvre. Et ce que ne dit pas ces photographies, c'est que, en fin de compte, le buste, enfin le groupe que l'on voit, il était gardé dans un préau, c'est-à-dire pas dans une salle, mais dans un espace extérieur, donc soumis à l'humidité, aux intempéries éventuelles, et donc le risque de destruction, il était majeur. Et donc, il était clair pour mon père qu'il ne pouvait pas en rester à cet épisode-là de « j'ai redécouvert et j'ai vu ». Et donc, dès le mois de septembre, il rencontre à la conservatrice de son constat et de l'importance qu'elle a pour l'histoire de l'art et donc la préservation de l'œuvre de Camille. Et il annonce qu'il a décidé d'entreprendre une démarche auprès du ministère de la Culture. Et en homme très intentionné, j'ai envie de dire, il décharge complètement la conservatrice de ses responsabilités dans l'état de l'œuvre
parce qu'il a aussi travaillé sur la polémique qui a amené à ce que cette œuvre elle soit remisée dans les réserves. Alors la démarche par rapport à Madame Giroud, donc elle a lieu dès le mois suivant. Et alors j'ai pris l'en-tête parce que on est à une autre époque. À l'époque, pour s'adresser à la ministre, un professeur certifié, il doit passer par la chaîne hiérarchique. Et je pense qu'on a vraiment changé d'époque parce que maintenant, une interpellation passerait par les réseaux sociaux et la ministre répondrait peut-être aussi par les par les réseaux sociaux. Alors, donc la première chose, c'est qu'il décrit de manière très détaillée et en donnant les enjeux en termes de patrimoine artistique l'œuvre. Et ensuite, il formule sa demande qui est celle d'une sauvegarde. Hein. Comment dire, hein, elle risque, si elle y était portée remède, d'être à jamais perdue pour l'art français. Et la démarche n'a d'autre mobile que de tenter de la sauver. C'est un peu une bouteille à la mer parce que s'adresser à une ministre, mais en fin de compte, la démarche, elle va être tout à fait pris au sérieux par la ministre, puisque, alors via le recteur, parce qu'on est toujours dans la démarche hiérarchique, il est informé que que la requête a bien été prise en compte, et ensuite que la démarche va être prise, des mesures vont être prises pour mettre dès que possible l'œuvre à l'abri dans un bâtiment clos, afin que l'humidité n'aggrave plus les détériorations malheureusement déjà existantes. Et donc, dans un courrier du 20 février, mon père remercie le chef de l'inspection générale des musées classés et contrôlés de la démarche qu'il va faire. En fin de compte, grâce à cela, hein, la démarche, je dirais, cette fois-ci non plus de sauvegarde, mais de restauration était envisageable et on a pu passer d'une œuvre dégradée à la superbe œuvre que nous avons observée, admirée tout à l'heure. Voilà. Alors, avant de continuer et de présenter un peu plus dans le détail les archives, je voudrais aussi évoquer dont on a déjà parlé un peu tout à l'heure, c'est les relations que mon père entretenait avec la famille Claudel. Alors, ce qui est central dans ces relations, c'est que la famille Claudel l'avait autorisé pour son travail sur la jeunesse de Paul Claudel à travailler sur les archives de Paul qui n'étaient à l'époque pas publiques et avait été aussi intervenu pour qu'il puisse avoir accès aux archives du musée Rodin. Et il avait un interlocuteur qui était Madame Renée Nantais, hein, et qui représentait la famille. Et dans ses courriers, en fin de compte, mon père rencontre à chaque fois qu'il a une découverte d'une lettre ou d'un document, il rencontre de ces découvertes et des interrogations qu'elle lui pose et aussi de la portée que pourrait avoir la diffusion de telle ou telle information. Parce qu'en fin de compte, sa volonté, il a le sentiment qu'on lui a fait confiance dans le fait de pouvoir travailler sur les articles et moi je l'ai entendu le dire très souvent, je ne veux pas trahir cette confiance. Et c'est dans ce sens-là qu'il a toujours travaillé. D'ailleurs, dans la famille, on s'est toujours interrogé si il serait allé jusqu'au bout de la publication de l'ouvrage s'il n'était pas décédé. Tellement, et il y a en particulier son ami le maire de Boulogne, Guy Langagne, qui en témoigne, des cas de conscience qu'il avait sur certaines lettres ou certaines informations sur les relations avec Rodin ou sur les relations avec Paul, autour de l'internement, sur la manière dont ça pouvait être reçu et surtout, ça pouvait ternir la mémoire de quelqu'un qui l'admirait par-dessus tout, Paul Claudel. Alors, les relations avec Madame Nantais, donc je l'ai dit, elles sont assez formelles.
il y a quand même un certain respect, une certaine amitié. Et là, par exemple, vous avez un petit mot, Madame Nantais, remercie Jacques Cassard de l'avoir informé de la démarche qu'il faisait auprès du ministère de la Culture. Alors, il y a une démarche, par contre, une relation d'une toute autre nature, hein, qui a eu lieu dans la famille Claudel, c'est entre mon père et Pierre Claudel. Là, il s'agissait vraiment d'une amitié profonde qui avait une base à l'intellectuel parce qu'il partageait l'admiration et la volonté de diffuser l'œuvre de Paul Claudel, mais aussi, je pense, une amitié qui avait un aspect spirituel parce qu'il partageait aussi des choses de ce domaine-là. Mon père a invité 2 fois Pierre Claudel à faire des conférences sur son père, et une fois, Pierre Claudel est même venu spécialement juste pour partager un repas avec mes parents à Boulogne, et c'est à cette occasion que la photo qu'avait présentée aussi Cécile Bertrand a été prise, et on voit quand même 2 personnes qui sont rayonnantes de partager cette amitié. Alors, ces 2 amis se rencontraient régulièrement à Paris quand mon père y allait pour examiner les archives évidemment de Paul Claudel, mais aussi aux rencontres de Brand de la société Paul Claudel. Et c'est d'ailleurs à Brand qu'il a assisté au décès brutal de Pierre Claudel. Et il y a de nombreux courriers. Enfin, moi, je suis témoin de la manière dont il a été bouleversé par cet événement, mais il y a aussi de nombreux courriers avec beaucoup de correspondants où il marque comment il est touché, affecté par la perte de son ami. C'est ça aussi les archives, il y a aussi une dimension très très personnelle. Alors, les archives, il y a ces aspects personnels, mais c'est aussi des témoins d'une méthode de travail. Alors, d'abord, il faut se dire que mon père menait un travail d'historien. Et un travail d'historien, ça commence par la collecte des informations, la recherche des documents. Et il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, mais même que les photocopies, c'était quelque chose de rare et de cher. Tous les établissements, même publics, n'étaient pas équipés forcément de photocopieuses, et quand il fallait photocopier, ça coûtait très très cher. Donc, les seules manières de, de garder trace de ce qu'on découvrait, c'était de recopier, donc des copies manuscrites, ou quand vraiment c'était trop lourd, ben, mon père photographiait. C'est pour ça que dans les archives, il y a des pellicules et des pellicules de documents qui ont été photographiés. Et une fois que tout ça a été fait, il fallait retranscrire dans des cahiers pour garder trace, hein, et surtout mettre au clair tout ce qui avait été reproduit. Alors là, vous avez un cahier où effectivement, il y a une référence à un article sur Camille Claudel et qui fait référence, on le voit, à Mirbeau. Hein, donc, les cahiers, c'est quelque chose de vivant aussi, c'est-à-dire qu'il y a une première retranscription et puis après, en fonction des événements ou de l'usage, eh ben, on rajoute des annotations, des liens avec d'autres documents, hein, et donc on voit qu'il y a quelque chose de très vivant. L'inconvénient des cahiers, c'est que l'organisation du cahier, c'est dans l'ordre dans lequel les documents ont été retranscrits. Et il n'y a aucune possibilité, dans un cahier comme celui-là, de faire un travail soit chronologique, soit thématique. Donc, mon père a écrit des fiches, alors des fiches chronologiques par événement, et aussi des fiches thématiques par œuvre. Hein. Et ces fiches thématiques par œuvre et ces fiches chronologiques, c'est celles qu'il a prêtées
à Anne Delbé et Jeanne Fayard pour qu'elles aient des éléments issus de sa recherche pour créer leur pièce. Et alors ici, on voit l'affiche qui est exposée aussi sur l'œuvre Sakuntala. Et on voit que le but, c'est pas simplement de décrire l'œuvre, sa localisation, les matériaux, mais aussi, c'est un catalogue, le terme a été repris après, mais raisonné, c'est-à-dire qu'il y a les références aussi des articles qui citent l'œuvre, de telle manière à pouvoir, à la fin, construire un catalogue raisonné de l'ensemble des œuvres. Donc ces fiches, en fin de compte, réordonnées, réorganisées, ont servi ensuite à écrire 2 cahiers, un cahier chronologique, alors qui a 2 versions d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, il y avait trop d'ajouts, mon père a réécrit l'ensemble de son cahier chronologique, et un catalogue, en fin de compte, un cahier qui est le catalogue des œuvres. Et ce cahier, en fin de compte, a été aussi l'objet d'échanges avec Reine-Marie Paris, puisque à l'époque, il avait été évoqué qu'ils puissent éditer ensemble un livre, Reine-Marie Paris traitant plus la partie artistique et mon père plus la partie historique. Alors, au bout de ce travail, dont vous voyez bien qu'il est très fastidieux et qu'il a nécessité des heures et des heures de recopie, d'écriture, mon père, en fin de compte, avait conçu le plan d'un ouvrage et l'ouvrage avait pour titre Camille Claudel, le génie foudroyé. Et on voit bien que l'aspect génial de l'œuvre de Camille Claudel était central dans ce choix. Alors, il est évident que son décès et les conditions, comme l'a dit Madame Bertrand, de l'édition a fait que, comme on était en face de beaucoup de documents bruts, l'éditeur a préféré quelque chose de plus formel qui était le dossier Camille Claudel, parce qu'en fin de compte, c'était plus représentatif de l'ouvrage. Alors, le but, à travers Génie foudroyé, le but de mon père, c'était vraiment de rendre justice à Camille Claudel. Et il l'a exprimé, ça je peux en témoigner de manière très profonde et régulièrement, c'était le refus qu'on enferme, d'abord qu'on construise un roman à partir de l'histoire de Camille. Alors d'abord, pour plusieurs raisons, c'est que il était bien conscient que ce qu'il avait trouvé, c'était des éléments lacunaires d'une histoire. On l'a dit tout à l'heure, il manque énormément de choses dans les documents, dans le dossier. Donc, en fin de compte, construire un roman, c'est remplir des trous et ne pas laisser au lecteur la possibilité de se construire sa propre histoire ou sa propre vision de la vie de Camille. Et la deuxième chose qu'il ne voulait pas, ça c'était assez clair, c'est qu'on en fasse une victime, qu'on l'enferme quelque part dans son rôle de victime et quelque part d'artiste maudit parce que femme. Il pensait que la vie de Camille était bien plus riche que ça, que ces clichés un petit peu, et qu'il voulait restituer aux gens les documents qui leur permettent de se faire leur propre vision de la vie de Camille et de son œuvre. Alors, il a rédigé un certain nombre de textes qu'il a essayé de publier. Pour certains ne l'ont pas été. La séquestrée de Montrevaux et La révolte de la nature restent des textes non publiés. Et pour le livret de la pièce Une femme, Camille Claudel, il a écrit un texte que je trouve très fort et que je vais vous proposer de lire ensemble en termes presque de conclusion, laisser la parole à mon père, qui s'appelle donc Délivrance aux âmes captives. Alors, il n'est rien d'aussi intolérable que de dénier à un artiste le droit à une existence propre et de l'anéantir sous le poids d'écrasants patronages. Sœur de Paul Claudel, élève de Rodin.
répète à propos de Camille Claudel les auteurs de Gnostis. Alors, je voudrais juste faire là une parenthèse, c'est que, hélas, si vous allez voir la page Camille Claudel sur Wikipédia, c'est quasiment les termes qui sont utilisés. Et mon espoir, c'est d'arriver à modifier cette page pour changer, puisque tout le monde peut intervenir, pour changer cette vision de Camille Claudel. Mais rétablir Camille Claudel dans son identité véritable ne suffit pas. Il faut encore, pour qu'elle existe enfin par elle-même, la situer par rapport aux deux génies qui font toujours écran à sa gloire. Alors, il va citer les deux génies. Claudel, quant à lui, reconnaît l'ascendant souvent cruel qu'elle exerça sur ses jeunes années. On peut aller plus loin. Pour Maurice Noël, qui vécut auprès de Claudel le drame de l'année 43, c'est cette fille de génie qui a créé chez son frère adolescent l'exigence de la grandeur. Le mot de Rodin, mis par Morard en exergue de sa remarquable étude sur Camille, vaut d'être rappelé. Je lui ai montré où elle trouverait de l'or, mais l'or qu'elle trouve est à elle. Hommage justifié. Au-dessous, cependant, de la vérité, dans la mesure où il gomme cette haute évidence, après avoir beaucoup reçu de lui, Camille impose à Rodin ses propres exigences. Elle l'amène à se surpasser. Elle le grandit. Et quand, libérée de son influence, elle s'affirme comme son égale, lui, de son côté, atteint avec le Balzac le sommet sans doute de son génie. Parlera-t-on d'une double fécondation? On en connaît le prix. L'abandon, la solitude, l'immobilité pour cette créatrice du mouvement et la nuit pour cette dispensatrice de lumière. Alors, je voudrais, peut-être pas pour conclure, mais pour ouvrir, dire que je pense que mon père aurait été très heureux d'être là, mais il aurait plus de 101 ans, donc la probabilité qu'il le soit était très faible, mais en tout cas, il serait très heureux de voir que ce travail de justice, pour rendre justice à Camille, il est réalisé quelque part à travers l'exposition que nous avons visitée, et aussi se trouve surtout de tout le travail que le musée Camille Claudel réalise. Et je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais juste mentionner là, récemment, cette semaine, j'ai consulté ChatGPT et j'ai dit, je voudrais des références sur Camille Claudel. Et une des premières choses, alors c'est le deuxième paragraphe qui est, allez, le musée Camille Claudel représente un lieu de référence où vous pourrez trouver des informations. Je vous remercie de votre attention.